En septembre 1962, dans l'État de Washington, une famille affirme avoir été attaquée par une créature inconnue. Ils pensent d'abord à un ours, avant de se rendre compte qu'elle marche sur deux jambes. Quelques heures plus tard, elle s'approche de la maison et tente d'enlever leur plus jeune fils. Un pick-up progresse le long d'une route forestière avant de s'arrêter dans une clairière. Le conducteur coupe le contact, sort du véhicule et s'étire avant d'allumer une cigarette. L'homme est épuisé par sa journée de travail. D'âge moyen, il a le teint mat et les mains calleuses à force d'utiliser des outils. Il gravit les marches d'un pas lourd et pousse la porte de la maison isolée qu'il loue avec sa famille. Sa femme le salue machinalement alors qu'elle s'affaire dans la cuisine. Son plus jeune fils, âgé de 5 ans, accourt et se jette dans ses bras. Derrière, l'aîné, adolescent, lui adresse un signe de tête. Une scène banale pour une famille américaine prolétaire. Tout bascule lorsque le cadet tire la manche de son père. L'homme sourit et se penche vers le petit garçon. Ce dernier lui chuchote qu'il a vu un minotaure lorsqu'il jouait dehors. L'homme se redresse et rit avec tendresse. Il sait que son plus jeune fils est fasciné par les exploits de Thésée terrassant le monstre. C'est l'histoire qu'il réclame le plus avant de s'endormir. Son père lui pose une main sur l'épaule. Il lui explique qu'une telle créature n'existe pas. Mais l'enfant semble convaincu. Il dit avoir vu un être très grand et très poilu en bordure de la forêt. Avec une grimace, il ajoute qu'il sent très mauvais. Il est parti prévenir sa mère, qui n'a rien vu, mais a tout de suite remarqué une odeur étrange dans l'air. Pour couronner le tout, l'aîné de la famille a entendu quelqu'un le suivre pendant qu'il rentrait de l'école, alors qu'il empruntait le chemin qui passe par la forêt. L'homme échange un regard avec son épouse. L'inquiétude gagne peu à peu les deux parents. Après avoir dîné et couché les enfants, le père saisit le fusil de chasse suspendu au-dessus de la cheminée. Il charge l'arme et ouvre la porte de la maison. Il se tient seul sur le porche. Le pick-up est garé devant lui, à une vingtaine de mètres. Un peu plus loin se trouve une grange dans laquelle il entrepose les outils qu'il utilise pour entretenir la propriété. Il reste là, seul, à contempler le crépuscule. Immobile, il scrute la forêt et tend l'oreille. Il lui faut un moment pour se rendre compte qu'il règne un silence inhabituellement pesant. Agrippant son arme, il s'avance lentement vers les bois. Une clôture de barbelés entoure la petite propriété. Alors que la nuit commence à tomber, l'homme longe la barrière qui le sépare de la forêt. À mesure que l'obscurité s'épaissit, celle-ci devient plus dense, plus sombre et plus menaçante. Et plus le père de famille scrute les ténèbres grandissantes, plus il a l'impression que quelque chose ou quelqu'un l'observe. D'un geste nerveux, il enjambe la clôture. À peine a-t-il posé le pied au sol qu'il est assailli par une odeur nauséabonde. Pris d'un geste de recul, il se couvre le nez et manque de trébucher. Il se redresse tant bien que mal en essayant de ne pas se blesser et lâche un juron. L'odeur est si forte, si prenante qu'il a du mal à respirer. Soudain, il entend des bruits de pas lourds. Il se fige et plisse les yeux, mais ne discerne rien dans l'épaisse végétation. Il lève son arme et avance de quelques pas, toujours aux aguets. C'est alors qu'il perçoit du mouvement près d'un large tronc, comme si quelqu'un de très grand essayait de se cacher. Il retient son souffle et observe. Il entend un léger craquement sur la droite et tourne aussitôt la tête. Pendant une fraction de seconde, il voit ce qui ressemble à un énorme grizzly se mouvoir dans les buissons. Soudain, la créature se redresse de toute sa hauteur. Dans la pénombre, il discerne une silhouette humanoïde massive avec d'énormes bras velus. Elle doit mesurer plus de 2 mètres et ses yeux rougeoient dans l'obscurité. Elle semble même retrousser ses lèvres dans un sourire grimaçant. L'homme n'en croit pas ses yeux. L'être cauchemardesque le dévisage un moment, puis, sans crier gare, s'appuie de toutes ses forces sur l'arbre le plus proche. Le tronc se fend dans un craquement sinistre. L'arbre chute et s'écrase lourdement au pied de l'homme qui tressaille. Puis, en un clin d'œil, la créature disparaît dans les broussailles. Elle se déplace à une vitesse presque surnaturelle, écrasant tout sur son passage. En état de choc, l'homme réalise soudain que la créature se dirige vers la maison. Il tourne aussitôt les talons,
enjambe la clôture et court avec l'énergie du désespoir. À mi-chemin, il remarque que son fils aîné vient à sa rencontre. Le père lui hurle de retourner à l'intérieur. L'adolescent obéit instantanément. À peine s'est-il retourné que la créature surgit de nulle part et lui donne un coup d'épaule, envoyant le jeune homme rouler au sol une dizaine de mètres plus loin. Fou de rage et d'inquiétude, son père épaule son arme et tire en direction de la bête. Sans s'arrêter, le monstre fait demi-tour et se rue vers les bois, toujours à une vitesse hallucinante. Les larmes aux yeux, l'homme vide son chargeur. À défaut de blesser la créature, il espère au moins lui passer l'envie de revenir. Les coups de feu résonnent alors que la bête disparaît dans la végétation. Le père se précipite au chevet de son fils. L'adolescent se redresse, visiblement sonné, mais indemne. Le teint livide, il se rue à l'intérieur et ferme la porte à double tour. La femme hurle sur son mari et lui demande pourquoi il s'amuse avec une arme à feu alors que ses enfants sont juste à côté. Haletant, il bredouille qu'ils ont été attaqués par un animal sauvage et qu'elle doit verrouiller la porte de derrière. Alors qu'elle s'exécute, il décroche le téléphone et commence à composer le numéro du shérif avant de se raviser. Qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir dire? Qu'un monstre les avait attaqués? Personne n'allait le croire, il allait passer pour un idiot. Il ne savait pas comment expliquer à sa femme que le minotaure aperçu par le plus jeune fils était bien réel. Encore tremblant, il ordonne à tout le monde de se tenir à l'écart des fenêtres. Une fois les garçons au lit, il se laisse tomber devant la télévision. Sa femme s'assied à ses côtés et les deux regardent les informations. Ils entendent soudain un long cri plaintif semblable à la sirène d'une ambulance. La femme écarquille les yeux et se tourne vers son mari. Elle lui demande ce que ça peut bien être. Il la regarde droit dans les yeux et lui répond en toute franchise. C'est le Minotaure. Il lui raconte tout dans les moindres détails. Elle veut appeler le shérif. Il la dissuade. Il va s'en occuper lui-même. Les deux parents sont d'accord sur un point. Leurs enfants ne doivent pas se rendre à l'extérieur tant que cette chose rôde dans les parages. Les hurlements se poursuivent jusqu'à minuit. L'homme veut monter la garde, mais épuisé par sa journée de travail, décide d'aller se coucher vers 1h du matin. Le reste de la nuit se déroule sans incident. Le lendemain matin, les enfants sont déjà devant les dessins animés lorsque les parents se lèvent. Le petit garçon ajoute alors que le Minotaure fait de drôles de bruits avec sa bouche. Les adultes se figent. L'homme sent les poils se hérisser sur sa nuque. Il se penche vers son fils et lui demande quand il a vu la chose. Sans quitter la télévision des yeux, le petit raconte comment la créature est venue tapoter à sa fenêtre et faire des grimaces pendant la nuit. Les mains tremblantes, l'homme lui demande si le Minotaure a essayé de passer par la fenêtre. Le petit ricane et secoue la tête. Il est bien trop grand pour ça. La scène a apparemment duré un bon moment. Puis la bête s'est allongée sous la fenêtre et s'est endormie si profondément que l'enfant pouvait l'entendre ronfler. L'homme saisit son fusil, se rend dans la chambre de son plus jeune fils et ouvre prudemment la fenêtre. Aucune trace du monstre. À son retour dans le salon, il demande à tout le monde de s'habiller pour aller rendre visite aux grands-parents maternels qui vivent à 1 heure de route. Une fois sa famille en sécurité, l'homme décroche le téléphone et appelle un collègue de confiance. Il lui demande de prendre son meilleur fusil et de le rejoindre à son domicile. C'est un chasseur expérimenté et il sait qu'il peut compter sur lui. Lorsqu'il arrive, l'homme lui propose d'aller chasser. Son collègue fait remarquer que ce n'est pas la saison de la chasse et croise les bras en ajoutant qu'il ne braconne pas. Gêné, le père de famille lui raconte les événements de la veille. Il voit bien que son interlocuteur ne croit pas une seconde à son histoire de monstre géant. Mais le chasseur n'est pas insensible à la détresse de son ami, et il ne doute pas de sa sincérité. Il accepte de lui prêter main forte pour débusquer la chose qui menace sa famille. Les deux hommes commencent à faire le tour de la maison, à la recherche de traces de l'étrange visiteur nocturne. Derrière le bâtiment, ils trouvent une gigantesque empreinte de pas dans la terre humide. On dirait un pied humain, mais anormalement grand et large. L'homme frissonne. C'est la seule trace visible, comme si son auteur avait fait exprès de la laisser bien en évidence. Une fois devant la fenêtre de son fils cadet, il tressaille. À environ 2 mètres de hauteur, il y a 4 traces parallèles sur la vitre, comme si quelqu'un y avait essuyé d'énormes doigts sales.
L'homme se tourne vers le chasseur. Ce dernier fronce les sourcils et hoche la tête. Il est maintenant convaincu qu'il se passe quelque chose d'étrange chez son ami. Alors qu'il s'apprête à s'aventurer dans les bois pour traquer la bête, il passe le petit poulailler familial. Il ne faut pas longtemps à l'homme pour réaliser que les quelques poules ont disparu sans laisser de traces et sans aucun signe d'effraction. Il emmène le chasseur à l'orée de la forêt, à l'endroit où il a aperçu la créature. L'atmosphère est si différente de la veille qu'il a l'impression d'être sur une autre planète. L'air est léger, le soleil haut dans le ciel et les oiseaux chantent. Il lui montre l'arbre brisé. Un peu plus loin, il remarque des branches complètement tordues à plusieurs mètres du sol, ainsi que des empreintes de pas là où la terre est meuble. Ils explorent pendant près d'1 heure, mais ne trouvent rien, et décident de rebrousser chemin pour se restaurer. Ils passent le reste de la journée à fouiller la propriété, mais ne remarquent rien de suspect hormis les traces et les poules manquantes. La mère et les enfants rentrent lorsque le soleil commence à se coucher. Les 2 hommes sont assis sur le porche, leurs armes à la main. Le père embrasse ses garçons et les envoie se brosser les dents. Il se penche vers sa femme et, dans un murmure à peine audible, lui raconte ce qu'ils ont trouvé. Alors que le chasseur monte la garde, il pousse le lit parental le plus loin possible de la fenêtre et tire les rideaux. La mère informe ses fils qu'ils vont dormir ensemble cette nuit. Ayant grandi au milieu de nulle part, elle sait se servir d'une arme à feu et insiste pour garder le fusil de chasse. Son mari accepte et va chercher son revolver. Avant d'aller se coucher, elle apporte un peu de nourriture, une lanterne à pétrole ainsi que 2 lampes torches aux sentinelles. Cette nuit, la lune est pleine et la clairière baigne dans un pâle halo lumineux. De l'autre côté, les 2 gardes discernent les silhouettes sombres et menaçantes des arbres. Mais tout est normal pour le moment. Les grillons chantent et les grenouilles qui vivent dans la petite mare derrière la maison croassent joyeusement. Bercé par la nuit paisible, le chasseur commence à somnoler. Autant qu'il se repose maintenant. Le père se lève et fait quelques pas avant d'allumer une cigarette. Il ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. Dans la pénombre, il a l'impression d'apercevoir de gigantesques silhouettes velues se faufiler entre les arbres. Il tire sur sa cigarette. Son regard se pose sur la grange dont la grande porte ouverte fait face à la maison. Il laisse soudain tomber sa cigarette et donne un coup de pied dans la chaise du chasseur qui se réveille en sursaut. Il a l'impression que 2 yeux rouges le dévisagent depuis les profondeurs du bâtiment. Ils sont à peine visibles, mais l'homme est persuadé que quelque chose lui rend son regard. Les 2 lueurs semblent même disparaître régulièrement, comme si un intrus clignait des yeux. Pendant ce qui semble des heures, les sentinelles ont le regard braqué sur la grange. Les yeux sont toujours là et continuent de cligner avant de disparaître pour de bon. L'homme se raidit et échange un regard avec son compagnon. Le chasseur se poste sur le porche, prêt à tirer. Le père, lui, prend son courage à 2 mains et s'avance prudemment vers la grange. Le revolver dans une main et la petite lampe torche dans l'autre. Ce n'est qu'une fois arrivé à quelques mètres de la grande porte que le faible halo lumineux parvient à pénétrer les ténèbres de la sinistre bâtisse. L'homme s'arrête sur le seuil et balaie les alentours. Il voit un vieux tracteur, un pick-up rouillé, des râteaux, des caisses et des seaux. Il y a bien trop d'endroits où quelque chose de grand peut se cacher. Inquiet, il commence à faire le tour des véhicules, tout en prenant soin d'éclairer le moindre recoin. Son cœur bat la chamade. Il s'attend à ce qu'un énorme bras velu surgisse des ténèbres pour le saisir à la gorge. Il atteint finalement l'arrière du bâtiment et pousse un soupir de soulagement. Il entend soudain une déflagration, suivie d'un cri. Il court vers la maison avec l'énergie du désespoir. Il a presque atteint le porche lorsqu'il perçoit un rugissement inhumain en provenance de la forêt. Un mélange de colère et de douleur. Puis il entend le fracas de branches brisées et de buissons piétinés. Il défonce presque la porte en faisant irruption chez lui. Il se rue vers la chambre où se trouve sa famille. Le chasseur est déjà à la fenêtre, le fusil à l'épaule. Les 2 garçons sont recroquevillés sur le lit, en pleurs. Leur mère est assise sur le rebord et agrippe le fusil de chasse dont le canon fume encore. Elle semble pétrifiée et il lui faut un moment pour retrouver ses esprits. La vitre a disparu, pulvérisée par le tir, et de petits éclats de verre jonchent le sol. L'homme tente de savoir ce qu'il s'est passé. Le plus jeune fils sanglote et demande à sa mère d'un ton accusateur pourquoi elle a tiré sur le Minotaure.
Il n'en faut pas plus à leur père qui entasse tout le monde encore en pyjama dans le pick-up avant de démarrer en trombe, le chasseur les suivant de près. À bout de souffle, il leur faut quelques minutes pour se calmer. L'homme jette des coups d'œil inquiets à sa femme, qui serre leur plus jeune fils dans ses bras. L'enfant sanglote toujours. Elle trouve finalement la force de parler et raconte ce qui s'est passé. Quelques heures après être allée se coucher, elle est réveillée par une voix d'enfant accompagnée de cliquetis étranges. Elle se redresse lentement dans le lit. L'aîné est toujours assoupi à côté d'elle, alors que le cadet se tient devant la fenêtre. Une ombre immense cache en partie la lumière de la lune. Elle sait que ce n'est pas un arbre, car ils sont trop loin de la maison. Elle murmure à son fils de s'éloigner de la fenêtre. Ce dernier se retourne et lui adresse un grand sourire. Tout excité, et pointant du doigt la masse sombre de l'autre côté de la vitre, il explique à sa mère que le Minotaure sait imiter le chant des oiseaux. La voix tremblante, elle le supplie à nouveau de s'éloigner de la fenêtre. Soudain, les sons changent. Il se mue en une sorte de langage inhumain, entrecoupé de grognements porcins. Le sinistre charabia réveille l'aîné, qui demande ce qui se passe. Puis, sans crier gare, la créature abat son poing sur le mur, faisant trembler tout le bâtiment. L'aîné et sa mère sont terrifiés. Le petit garçon se tourne vers eux et fronce les sourcils. Il leur ordonne de se taire, car ils font peur à son ami. Ne quittant pas la scène des yeux, la mère tend le bras et attrape le fusil. Elle se lève et s'approche lentement de son fils, lui répétant d'une voix tremblante de s'éloigner de la fenêtre. La créature se penche en avant et la regarde droit dans les yeux. Alors que la mère s'apprête à agripper l'épaule de son enfant, un gigantesque bras velu traverse la vitre en direction du petit garçon. Elle lui hurle de se baisser, épaule le fusil et tire. La chevrotine pulvérise ce qui reste de la fenêtre et atteint le monstre en pleine poitrine qui a un mouvement de recul avant de disparaître dans la nuit. Quelques minutes plus tard, elle entend un hurlement à glacer le sang en provenance de la forêt. Elle fond en larmes en finissant son histoire. On avait essayé de lui prendre son enfant. Son mari tente de la réconforter de son mieux tout en conduisant le pick-up. Il passe les 2 nuits suivantes chez les grands-parents maternels. Ces derniers voient bien qu'il y a quelque chose d'étrange, mais ont bien du mal à croire leur fille et leur gendre. 2 jours plus tard, l'homme retourne chez lui accompagné de son ami chasseur. Dans la panique, il a oublié de verrouiller la porte. Il espère qu'aucun animal n'est venu saccager l'intérieur. Lorsqu'ils arrivent sur le seuil, les 2 hommes restent bouche bée. Le canapé est renversé. L'imposant téléviseur de 90 kg semble avoir été jeté à travers la pièce et gît sur le côté dans un amas de verre cassé. En levant la tête, l'homme remarque que le plafond est fissuré par endroits, comme si quelqu'un ou quelque chose de trop grand s'était cogné la tête. La cuisine, elle, est en ruine. La porte du réfrigérateur est arrachée et la nourriture est éparpillée sur le sol. La chambre parentale est également sens dessus-dessous. Le lit est cassé en 2, les oreillers éventrés. Incrédules, les 2 hommes poursuivent leur examen. Étrangement, les chambres des garçons, ainsi que la salle de bain, semblent avoir été épargnées. De retour à l'extérieur, ils allument une cigarette. Le chasseur s'essuie le front et conseille à son ami d'appeler la police. Ce dernier rétorque que ça ne sert à rien. À ce moment précis, il commence à se douter de l'identité du coupable. Un humain n'aurait pas pu causer autant de dégâts. Ils avaient dû s'y mettre à 3 pour installer le téléviseur qui pesait près de 90 kg. Non, il ne va certainement pas appeler la police et raconter qu'un monstre a saccagé leur maison. Il chasse cette pensée ridicule. Quoi qu'il en soit, lui et sa famille ne peuvent plus vivre ici, même si la créature ne revient pas. Il remercie son ami et monte dans son pick-up. Il démarre le véhicule, jette un dernier regard sur la sinistre bâtisse, puis part sans se retourner. Dans la journée, il apprend que l'assurance de son propriétaire refuse toute indemnité. Ils accusent le père de famille d'avoir lui-même saccagé leur habitation. Dépité et désespéré, il appelle son patron et s'excuse de son retard. Il lui explique la situation. Ce dernier se montre plus compréhensif qu'il ne s'y attend. Il leur trouve même un logement provisoire
et leur prête un peu d'argent pour acheter de nouveaux meubles. Toujours terrifiée, la famille envoie des déménageurs chercher leurs vêtements, ainsi que tout ce qui n'a pas été détruit par la créature. Ils ne remettront jamais les pieds dans cette maison. Et jusqu'à la fin de leur vie, ils éviteront de parler de ce qu'ils ont vu cette nuit-là. L'histoire que je viens de vous raconter est une reconstitution romancée basée sur plusieurs témoignages de la région. Certains éléments ont été ajustés pour renforcer l'aspect narratif, mais les faits décrits s'inscrivent dans un ensemble de récits étonnamment cohérents. Plusieurs détails interpellent immédiatement. Les branches brisées à plusieurs mètres de hauteur, les déplacements rapides et silencieux, l'odeur extrêmement forte. Tous ces éléments sont régulièrement rapportés dans des observations d'hominidés inconnus. Des comportements qui rappellent, à bien des égards, ceux des grands primates. Ensuite, les témoins décrivent une silhouette humanoïde, bipède et velue, dotée de longs bras et d'une musculature impressionnante. Une description qui correspond à ce que beaucoup associent aujourd'hui au phénomène Bigfoot. Une hypothèse qui reste controversée, mais difficile à écarter au vu de la récurrence de ces témoignages et de leur concentration dans le nord-ouest des États-Unis. L'épisode de l'arbre brisé est particulièrement intéressant. Des récits similaires évoquent des créatures capables de pousser, secouer, voire renverser de petits arbres. Certaines vidéos, bien que sujettes à débat, montrent également ce type de comportement. En Alaska, sur l'île du Prince of Wales, on leur attribue même des arbres déracinés et plantés à l'envers. Si ces faits sont avérés, ils suggèrent une force physique colossale, bien supérieure à celle d'un être humain et similaire à celle d'un véhicule de chantier. Mais l'élément le plus dérangeant reste sans doute l'interaction avec le plus jeune garçon. La créature ne se contente pas d'observer, elle imite des sons, elle attire l'attention. Elle cherche un contact et elle communique. Un comportement qui dépasse largement celui d'un animal sauvage classique. L'hypothèse le plus souvent évoquée dans ce genre de rencontre est celle d'un individu femelle ayant perdu son petit et cherchant à établir un lien avec un enfant humain. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo et dont l'action se déroulait en Alaska sur près de 10 ans. Concernant le saccage du domicile, il ne correspond pas à un comportement animal classique. Un animal sauvage aurait du mal à ouvrir le réfrigérateur. Et s'il y arrive, il ne va pas passer à côté de l'opportunité de se nourrir. On peut y voir l'expression d'un sentiment de frustration intense, voire d'une forme de représailles. C'est quelque chose qui fait trait, œil pour œil, dent pour dent. Les témoins supposent souvent avoir affaire à un mâle, notamment en raison de la taille et de la puissance de la créature. Pourtant, certains éléments, notamment l'intérêt pour l'enfant, pourraient suggérer un instinct maternel et donc un individu femelle. L'absence de caractéristiques physiques clairement identifiables rend cependant toute conclusion impossible. Enfin, l'État de Washington, dont proviennent les témoignages qui ont inspiré l'histoire, est une région qui concentre un nombre particulièrement élevé d'observations de ce type. J'ai déjà fait une vidéo sur un enregistrement audio d'un appel d'urgence. L'homme appelait la police car un très grand homme couvert de noir aurait tué son chien non loin de Seattle. Le cri rapporté par les témoins et rappelant la sirène d'une ambulance fait aussi écho à un enregistrement effectué par Matt Moneymaker au début des années 90 et connu sous le nom d'Ohio Owl. Pour finir, le folklore des Indiens Spokane mentionne des êtres appelés Selatecs ou Siatkos. Dès 1841, le missionnaire Elkanah Walker rapporte que les populations locales croient en une race de géants vivant dans les montagnes. Des créatures massives et malodorantes qui sont capables d'infiltrer les habitations pour voler de la nourriture, mais aussi d'enlever leurs occupants pendant la nuit. Si ces témoignages disent vrai, alors une espèce inconnue, proche de nous, se cache dans ces forêts. Et elle ne se contente pas d'observer de loin, elle s'approche, de très près.